Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais commencer la lecture du roman Le Bachelier de Jules Vallès. Ce roman de Jules Vallès a été publié en feuilleton sous le titre Mémoires d'un révolté de janvier à mai 1879. Et il a été publié la même année en volume dans une version modifiée sous le titre de Jacques Vingras II, Le Bachelier. Le Bachelier est le second volet de la trilogie de Jacques Vingras. Les deux autres épisodes ont pour titre L'enfant et l'insurgé. Voilà, je vais donc commencer cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, et il y a un petit mot de Jules Vallès que j'adore. À ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim, je dédie ce livre. Jules Vallès. Chapitre 1, en route. J'ai de l'éducation. Voilà armé pour la lutte, a fait mon professeur en me disant adieu. Qui triomphe au collège entre en vainqueur dans la carrière. Quelle carrière? Un ancien camarade de mon père qui passait à Nantes et est venu lui rendre visite. Lui a raconté qu'un de leurs condisciples d'autrefois, un de ceux qui avaient eu tous les prix, avait été trouvé mort, fracassé et sanglant, au fond d'une carrière de pierre, où il s'était jeté après être resté 3 jours sans pain. Ce n'est pas dans cette carrière qu'il faut entrer, je pense pas. Il ne faut pas y entrer la tête la première en tout cas. Entrer dans la carrière veut dire s'avancer dans le chemin de la vie, se mettre comme Hercule dans le carrefour. Comme Hercule dans le carrefour. Je n'ai pas oublié ma mythologie. Allons, c'est déjà quelque chose. Pendant qu'on attelait les chevaux, le proviseur est arrivé pour me serrer la main comme à un de ses plus chers alumni. Il a dit alumni. Troublé par l'idée du départ, je n'ai pas compris tout de suite. Monsieur Ribal, le professeur de 3e, m'a poussé le coude. Alumnus, alumni, m'a-t-il soufflé tout bas, en appuyant sur le génitif et en ayant l'air de remettre la boucle de son pantalon. J'y suis, alumnus, cela veut dire élève, c'est vrai. Je ne veux pas être en reste de langue morte avec le proviseur. Il me donne du latin, je lui rends du grec. Je lui dis « Merci, mon cher maître ». Je fais en même temps un geste de tragédie, je glisse, le proviseur veut me retenir, il glisse aussi. 3 ou 4 personnes ont failli tomber comme des capucins de cartes. Le proviseur reprend le premier son équilibre et revient vers moi en marchant un peu sur les pieds de tout le monde. Il me reparle en ce moment suprême de mon éducation. Avec ce bagage-là, mon ami, le facteur croit qu'il s'agit de mes malles. Vous avez des colis? Je n'ai qu'une petite malle, mais j'ai mon éducation. Me voilà parti. Je puis secouer mes jambes et mes bras, pleurer, rire, bâiller, crier comme l'idée m'en viendra. Je suis maître de mes gestes, maître de ma parole et de mon silence. Je sors enfin du berceau où mes braves gens de parents m'ont tenu emmaillotée 17 ans, tout en me relevant pour me fouetter de temps en temps. Je n'ose y croire, j'ai peur que la voiture ne s'arrête, que mon père ou ma mère ne remonte et qu'on me reconduise dans le berceau. J'ai peur que tout au moins un professeur, un marchand de langue morte n'arrive s'installer auprès de moi comme un gendarme. Mais non, il n'y a qu'un gendarme sur l'Impériale et il a des buffleteries couleur d'omelette, des épaulettes en fromage, un chapeau à la Napoléon. Ces gendarmes-là n'arrêtent que les assassins. Ou quand ils arrêtent les honnêtes gens, je sais que ce n'est pas un crime de se défendre. On a le droit de les tuer comme à Ferrirol. On vous guillotinera après, mais vous êtes moins déshonoré, avec votre tête coupée, que si vous aviez fait tomber votre père contre un meuble, en le repoussant pour éviter qu'il ne vous assomme. Je suis libre, libre, libre. Il me semble que ma poitrine s'élargit et qu'une moutarde d'orgueil me monte au nez. J'ai des fourmis dans les jambes et du soleil plein le cerveau. Je me suis pelotonnée sur moi-même. Oh, ma mère trouverait que j'ai l'air noué et bossu, que mon œil est hagard, que mon pantalon est relevé, mon gilet défait, mes boutons partis. C'est vrai. Ma main a fait sauter tout pour aller
Fourrager ma chair sur ma poitrine, je sens mon cœur battre, là-dedans, à grands coups. Et j'ai souvent comparé ces battements d'alors au saut que fait, dans un ventre de femme, l'enfant qui va naître. Peu à peu, cependant, l'exaltation s'affaisse, mes nerfs se détendent, et il me reste comme la fatigue d'un lendemain d'ivresse. La mélancolie passe sur mon front, comme là-haut dans le ciel, ce nuage qui roule et met son masque de coton gris sur la face du soleil. L'horizon, qui, à travers la vitre, me menace de son immensité. La campagne qui s'étend, muette et vide. Cet espace et cette solitude m'emplissent peu à peu d'une poignante émotion. Je ne sais à quel moment on a transporté la diligence sur le chemin de fer, mais je me sens pris d'une espèce de peur religieuse devant ce chemin que crève le front de cuivre de la locomotive et où court ma vie. Et moi, le fier, moi le brave, je me sens pâlir et je crois que je vais pleurer. Justement, le gendarme me regarde. Du courage. Je fais l'enrhumé pour expliquer l'humidité de mes yeux et j'éternue pour cacher que j'allais sangloter. Cela m'arrivera plus d'une fois. Je couvrirai éternellement mes émotions intimes du masque de l'insouciance et de la perruque de l'ironie. J'ai eu pour voisine de voyage une jolie fille à la gorge grasse, au rire engageant, qui m'a mis à l'aise en salant les mots et en me caressant de ses grands yeux bleus. Mais à un moment d'arrêt, elle a étendu la main vers une bouquetière. Elle attendait que je lui offrisse des fleurs. J'ai rougi, quitté ce wagon et sauté dans un autre. Je ne suis pas assez riche pour acheter des roses. J'ai juste 24 sous dans ma poche, 20 sous en argent et 4 sous en sous. Mais je dois toucher 40 francs en arrivant à Paris. C'est toute une histoire. Il paraît que M. Truchet de Paris doit de l'argent à M. André de Nantes, qui est débiteur de mon père pour un M. Chalumeau de Saint-Nazaire. Mais il résulte de toutes ces explications que c'est au bureau des messageries de Paris que je recevrai de la main de M. Truchet la somme de 40 francs. D'ici là, 24 sous. 24 sous, 17 ans, des épaules de lutteur, une voix de cuivre, des dents de chien, la peau olivâtre, les mains comme du citron et les cheveux comme du bitume. Avec cette tournure de sauvage, une timidité terrible qui me rend malheureux et gauche, chaque fois que je suis regardé en face par qui est plus vieux, plus riche ou plus faible que moi. Quand les gens qui me parlent ne sont pas de ceux avec qui je puis me battre et dont je boucherai l'ironie à coups de poing, j'ai des peurs d'enfants et des embarras de jeunes filles. Ma brave femme de mère m'a si souvent dit que j'étais laid à partir du nez et que j'étais empoté et maladroit. Je ne savais même pas faire des 8 en arrosant. Que j'ai la défiance de moi-même vis-à-vis de quiconque n'est pas homme de collège, professeur ou copain. Je me crois inférieure à tous ceux qui passent et je ne suis sûre que de mon courage. J'ai de quoi manger avec les provisions de ma mère. Je ne toucherai pas à mes 24 sous. La soif m'ayant pris, je me suis glissée dans le buffet. Et derrière les voyageurs, j'ai tiré à moi une carafe. J'ai rempli mon gobelet de cuir. Je l'achetais au temps où je voulais être marin, aventurier, découvreur d'îles. Il me faut bien de l'énergie pour sauter au cou de cette carafe et voler son eau. Il me semble que je suis un de ces pauvres qui tendent la main vers une écuelle aux portes des villages. Je m'étrangle à boire, mon cœur s'étrangle aussi. Il y a là un geste qui m'humilie. Paris, 5 heures du matin. Nous sommes arrivés. Quel silence. Tout paraît pâle sous la lueur triste du matin, et il y a la solitude des villages dans ce Paris qui dort, c'est mélancolique comme l'abandon. Il fait le froid de l'aurore, et la dernière étoile clignote bêtement dans le bleu fade du ciel. Je suis effrayée comme un Robinson débarqué sur un rivage abandonné. Mais dans un pays sans arbres verts et sans fruits rouges, les maisons sont hautes, mornes, et comme aveugles avec leurs volets fermés, leurs rideaux baissés. Les facteurs bousculent les malles. Voici la mienne. Et le personnage aux 40 francs, l'ami de M. André,
J'accoste celui des rumeurs, de colis, qui me paraît le plus bon enfant. Et lui montrant ma lettre, je lui demande « Monsieur Truchet ». C'est le nom qui est sur l'enveloppe. Monsieur Truchet, son bureau est là. Mais il est parti hier pour Orléans. Parti? Est-ce qu'il doit revenir ce soir? Pas avant quelques jours. Il y a eu sur la ligne un vol commis par un postillon et il a été chargé d'aller suivre l'affaire. Monsieur Truchet est parti. Ma mère est une criminelle. Elle devait prévoir que cet homme pouvait partir. Elle devait savoir qu'il y a des postillons qui volent. Elle devait m'éviter de me trouver seule avec une pièce d'1 franc sur le pavé d'une ville où j'ai été enfermée comme écolier, rien de plus. Vous êtes le voyageur à qui cette malle appartient? Enfin, un employé. Oui, monsieur. Voulez-vous la faire enlever? Nous allons placer d'autres bagages dans le bureau. La prendre. Je ne puis la mettre sur mon dos et la traîner à travers la ville. Je tomberai au bout d'1 heure. Oh, il me vient des larmes de rage, et ma gorge me fait mal comme si un couteau ébréché fouillait dedans. Allons, la malle, voyons. C'est l'employé qui revient à la charge, poussant mon colis vers moi, d'un geste embêté et furieux. « Monsieur, dis-je d'une voix tremblante, j'ai pour monsieur Truchet une lettre de monsieur André, le directeur des messageries de Nantes. » L'homme se radoucit. « Monsieur André? Connais? Et alors? C'est d'un endroit où aller loger que vous avez besoin? Il y a un hôtel rue des 2 Écus, pas cher. » Il a dit pas cher, d'un air trop bon. Il voit le fond de ma bourse, je sens cela. Pour 30 sous, vous aurez une chambre. 30 sous? Je prends mon courage à 2 mains et ma malle pour parlance. Mais une idée me vient. Est-ce que je ne pourrais pas la laisser ici? Je viendrai la reprendre plus tard. Vous pouvez? Je vais vous la pousser dans ce coin. Fichtre, on ne la confondra pas avec une autre, dit-il en regardant l'adresse. J'espère que vous avez pris vos précautions. C'est ma mère qui a cloué la carte sur mon bagage. Cette malle, souvenir de famille, appartient à Vintra, Jacques-Joseph Athanase, né le jour de la Saint-Barnabé au Puy, Haute-Loire, fils de monsieur Vintra, Louis-Pierre-Antoine, professeur de 6e au Collège royal de Nantes, parti de cette ville le 1er mars pour Paris, par la diligence Lafitte et Gaillard, dans la rotonde place du Coin. L'a renvoyé en cas d'accident à Nantes, Loire-Inférieure, à l'adresse de monsieur Vintra père, quai de Richebourg 2 au second, dans la maison de monsieur Jean Possier, dit Gros Ventose. Veillez sur elle. C'est arrangé comme une épitaphe de cimetière sur une croix de village. Le facteur me regarde de la tête aux pieds et moi je balbutie un mensonge. C'est ma grand-mère qui a fait cela. Vous savez, les bonnes femmes de village. Il me semble que je me sauve du ridicule en attribuant l'épitaphe à une vieille paysanne. Elle a un serre-tête noir et sa cotte en l'air par derrière. Je vois ça, dit le facteur d'un air bon enfant. S'il avait vu le chapeau jaune avec oiseau et bectan, qui était la coiffure aimée de ma mère que je viens de renier. Enfin, on a remisé la malle. Je salue, tourne le bouton et m'en vais. Me voilà dans Paris, c'est ainsi que j'y entre. Je débute bien. Que serait ma vie commencée sous une pareille étoile? Je sors de la cour, je vais devant moi. Des voitures de bouchers passent au galop. Les chevaux et les naseaux comme du feu. On dit en province que c'est parce qu'on leur fait boire du sang. La ferblanterie des voitures de laitier bondit sur le pavé. Des ouvriers vont et viennent avec un morceau de pain et leurs outils roulés dans leurs blouses. Quelques boutiques ouvrent l'œil. Des sacristains paraissent sur les escaliers des églises avec de grosses clés à la main. Des redingotes se montrent. Paris s'éveille. Paris est éveillé. J'ai attendu 8 heures, entraînant dans les rues. Chapitre 2. Ma Toussaint. Que faire? Je n'ai qu'une ressource. Aller trouver ma Toussaint. L'ancien camarade qui restait rue de l'Arbre Sec. Pardon. S'il est là, je suis sauvée. Il n'y est pas. Ma Toussaint a quitté la maison depuis 1 mois et l'on ne sait pas où il est allé. On l'a vu partir avec des poètes, me dit le concierge. Des gens qui avaient des cheveux jusque-là. C'est bien des poètes, n'est-ce pas? Et puis pas très bien mis, des poètes, allez, monsieur.
fait-il en branlant la tête. Oui, ce sont des poètes, probablement. Dans les derniers temps, Matoussin faisait la cour à la nièce d'une fruitière qui demeurait rue des Vieux Augustins. N'avait-elle pas aussi, à ce que m'a confié Matoussin, un oncle qui avait pris la Bastille? Il avait gardé un culte pour la place et il était toujours au Manzingue du coin, d'où il partait tous les soirs, saoul comme la bourrique de Robespierre. En insultant la veuve Capet, je trouverai peut-être le nez dans son verre et il me mettra en titubant sur la trace de mon ami. Hélas, le marchand de vin est démoli. C'est tombé sous la pioche et je ne vois qu'un tireur de cartes qui m'offre de me dire ma bonne aventure. Combien ? 2 sous, le petit jeu. Je tire une carte, par superstition, pour avoir mon horoscope, pour savoir ce que je vais devenir. 2 ou 3 personnes en font autant. Au bout de 5 minutes, l'homme nous racole, une bonne, 2 maçons et moi, et nous fait marcher comme des recrues que mène un sergent, jusqu'au mastroquet voisin, là, nous regardant d'un air de dégoût, l'as de cœur. C'est moi qui ai l'as de cœur. Monsieur, me dit le sorcier en m'attirant à lui, voulez-vous le grand ou le petit jeu ? Je sens que si je demande le petit jeu, il me prédira le suicide, l'hôpital, la poésie, rien que des malheurs. Je demande le grand. 15 centimes de plus. Je donne mes 25 centimes. Payez-vous un verre de vin ? Je suis sur la pente de la lâcheté. Il me demande une chopine. J'irai de la chopine. Je roulerai même jusqu'au litre. On apporte des verres. À la vôtre. Il boit, s'essuie les lèvres, renfonce son chapeau et commence. Vous avez l'air pauvre. Vous êtes mal mis. Votre figure ne plaît pas à tout le monde. Une personne qui vous veut du mal se trouvera sur votre chemin. Ceux qui vous voudront du bien, eux, en seront empêchés. Mais vous triompherez de tous ces obstacles à l'aide d'une 3e personne qui arrivera au moment où vous vous y attendrez le moins. Il faudrait, pour connaître son nom, regarder dans le jeu des sorciers. C'est 5 sous pour tout savoir. L'homme se dépêche de m'expédier. Vous tirerez le diable par la queue jusqu'à 40 ans. Alors vous songerez à vous marier, mais il sera trop tard. Celle qui vous plaira vous trouvera trop vieux et trop laid. Et l'on vous renverra de la famille. Il me pousse dans le corridor et appelle le 10 de trèfle. Il n'y a plus qu'à aller du côté de l'amoureuse de Matoussin. Je ne connais malheureusement que sa figure et son petit nom. Matoussin l'avait baptisée Torchonnette. Je bats la rue des Vieux Augustins en longeant les trottoirs et cherchant les fruitières. Il y en a 2 ou 3. Je me plante devant les choux et les salades en regardant passer les femmes. Toutes me voient rôder avec des gestes de singe, car je fais des grimaces pour me donner une contenance et je me tortille comme quelqu'un qui pense à des choses vilaines. Je dois tout à fait ressembler à un singe. Je ne puis pas aller vers les fruitières et leur dire « Avez-vous une nièce qui s'appelle Torchonnette, qui aimait Monsieur Matoussin ? Avez-vous un parent qui se saoulait tous les jours à la Bastille ?» Je ne puis qu'attendre, continuer à marcher, en me traînant devant les boutiques, avec la chance de voir passer Torchonnette. J'ai eu cette bêtise, j'ai eu ce courage, comptant sur le hasard, et je suis restée des heures dans cette rue, toisée par les sergents de ville. Mon attitude était louche, ma rôderie monotone, inquiétante. Il y avait justement une boutique d'horloger et des montres à la vitrine voisine. Si dans la soirée on s'était aperçu d'un vol dans le quartier, on m'aurait signalé comme ayant fait le guet ou pris l'empreinte des serrures. J'étais arrêtée, probablement condamnée. À l'heure du déjeuner, j'ai eu 20 alertes, croyant 20 fois reconnaître l'amoureuse de Matoussin. Et 20 fois faisant rire les filles sur la porte de l'atelier ou de la crèmerie. Quel est donc ce grand dadais qui dévisage tout le monde ? Elle me montrait du doigt en ricanant et je devenais rouge jusqu'aux oreilles. Je m'enfuyais dans le voisinage, j'enfilais des ruelles sales qui sentaient mauvais, où des femmes à figure violette, à robe lilas, à la voix rauque, me faisant des signes et me tiraient par la manche dans des allées boueuses. Je leur échappais en me débattant sous une averse de mots immondes et je revenais,
mourant de honte et aussi de fatigue dans la rue des Vieux Augustins. Il y en a qui m'ont pris pour un mouchard. C'en est un, ai-je entendu un ouvrier dire à un autre. Il est trop jeune. Va donc. Et le fils à la mère Chauvet qui était dans la mobile, n'est-il pas de la rousse maintenant? Il faisait chaud. Le soleil cuisait l'ordure à la bouche des égouts et pourrissait les épluchures de choux dans le ruisseau. Il montait de cette rue piétinée et bordée de friture une odeur de vase et de graisse qui me prenait au cœur. J'avais les pieds en sang et la tête en feu. La fièvre m'avait saisi et ma cervelle roulait sous mon crâne comme un flot de plomb fondu. Je quittais mon poste d'observation pour courir, où il n'y avait plus d'air et j'allais m'affaisser sur un banc du boulevard d'où je regardais couler la foule. J'arrivais de la province où, sur 10 personnes, 5 vous connaissent. Ici, les gens roulent par centaines. J'aurais pu mourir sans être remarqué d'un passant. Ce n'était même plus la bonhomie de la rue populeuse et vulgaire d'où je sortais. Sur ce boulevard, la foule se renouvelait sans cesse. C'était le sang de Paris qui courait au cœur. Et j'étais perdue dans ce tourbillon comme un enfant de 4 ans abandonné sur une place. J'ai faim. Faut-il entamer les sous qui me restent? Que deviendrais-je si je les dépense sans avoir retrouvé ma Toussaint? Où coucherais-je ce soir? Mais mon estomac crie et je me sens la tête grosse et creuse. J'ai des frissons qui me courent sur le corps comme des torchons chauds. Allons, le sort en est jeté. Je vais chez le boulanger prendre un petit pain d'un sou où je mords comme un chien. Chez le marchand de vin du coin, je demande un canon de la bouteille. Oh, ce verre de vin frais. Cette goutte de pourpre, cette tasse de sang. J'en eus les yeux éblouis, le cerveau lavé et le cœur agrandi. Cela m'entra comme du feu dans les veines. Je n'ai jamais éprouvé sensation si vive sous le ciel. J'avais eu 1 minute avant envie de me retraîner jusqu'à la cour des messageries et de redemander à partir. Dussé j'ai trié les chevaux et porté les malles sous la bâche pour payer mon retour. Oui, cette lâcheté m'était passée par la tête, sous le poids de la fatigue et dans le vertige de la faim. Il a suffi de ce verre de vin pour me refaire et je me redresse droit dans le torrent d'hommes qui roule. Un accident vient d'arriver. On court. Je m'approche. Un cheval s'est abattu, une charrette cassée. Il faut relever le timon. Il n'y arrive pas. Je m'avance et me glisse sous le timon. Il m'écrase, je vais tomber broyée. Tant pis, je lâcherai pas. Et la charrette se relève. S'il m'est revenu de confiance en moi pour avoir eu le courage de ne pas lâcher quand je croyais que j'allais être tuée sur place sans bruit, sans gloire, je ne puis l'écrire et quand, à côté de moi, ensuite, ont eu l'air de croire que c'était mon coup d'épaule qui avait enlevé le morceau, alors, quoique je singeais la modestie et fisse l'hypocrite, je crus que j'allais étouffer d'orgueil. Il me reste 12 sous. Il est 2 heures de l'après-midi. C'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir suite à cette lecture sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.